mes enfants me parlent de faire ça comme métier, c'est de la production, puis être artiste au Québec. Puis je suis comme, eh boy, où sera notre industrie dans 20-25 ans? Bonjour tout le monde. Bonjour Louis Morissette. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur d'être ici. C'est un honneur, mais ça va peut-être vous mettre dans le trouble. Ben, je suis habitué. On peut pas c'est vrai que vous êtes habitué. Faire l'unanimité, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. J'ai jamais pu faire l'unanimité. Fait que c'est un parallèle qu'on peut avoir. On vous demandera pas d'imiter PKP, rien de non? ça. Non. Ni François Legault? Non plus. Ben non. Ça serait correct. Moi, je suis pas méchant. J'y vais d'abord avec votre bio. Rapidement, un résumé, parce que sinon, on prendrait toute l'entrevue. Là. Vous avez étudié en administration. Oui. Vous avez travaillé un peu en stage, entre autres, dans l'entreprise de votre père, Venmar, là, pas une petite entreprise. Oui. Ça veut dire que vous venez d'une famille riche, quand même. Pas au début. OK, pas au début. Ensuite, vous avez changé. Vous êtes allé à l'École nationale de l'humour. Ouais. Vous avez été humoriste dans un groupe. Oui. Et après, là, vous avez tout fait. Là. Acteur, concepteur, producteur, des grosses émissions, là, Bye Bye, Les enfants de la télé avec Véro, La Maison Bleue où vous moquez en masse des politiciens. Oui. Vous avez démarré votre propre entreprise, KO TV. En fait, le groupe KO. Le groupe KO, il y a plein de divisions. Oui, maintenant, oui. Vous faites des émissions de télé, des films, des spectacles, des magazines, des livres. Oui. Et vous avez parti aussi de la fondation. Oui. Louis et Véro, là, pour les autistes. Donc, Véro et Louis. Véro et Louis. Oui, c'est plus... on ramasse plus d'argent, Véro et Louis, que Louis et Véro. Donc, mais c'est pour ça que vous êtes passé des Morissettes à votre nouveau show. Oui, mais c'est ça, là. Je commencerai par ça, là, de dire, bon, il y a le monde des affaires, puis il y a le monde des artistes. Et je me demande, c'est-tu comme la chanson, là, vous êtes un homme d'affaires qui aurait voulu être un artiste, ou le contraire? Ou je suis un artiste qui aurait voulu être un homme d'affaires, je ne sais pas trop. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'on essaie de faire une distinction entre les deux. Mais souvent, moi, je trouve la ligne bien mince. Je trouve que de plus en plus, même, les artistes sont des entrepreneurs qui ont à mettre en marché un service qui est leur art, leur personne. Donc, tu sais, des fois, je sais que au début de ma carrière, j'avais tendance à pas vouloir en parler de mes aspirations d'affaires parce que c'est comme si de vouloir, je sais pas, penser à une rentabilité ou penser à un modèle d'affaires était un peu en opposition avec la démarche artistique. Quand moi, je ne vois pas le lien, parce que des fois, moi, j'ai décidé de faire des affaires dans le monde des artistes pour aider la portion créatrice de ma job, pour me donner plus d'outils pour réussir. Fait que je trouve juste que c'est un outil de plus, mais effectivement, des fois, on a tendance à vouloir les dissocier. T'es soit une personne d'affaires, soit un ou une artiste. Mais c'est vrai que chaque artiste est un entrepreneur parce qu'il n'est pas certain demain matin ou dans un an d'avoir encore des contrats. Mais il y a quand même une différence entre être un homme d'affaires qui a beaucoup de projets ou de s'impliquer, comme vous le faites actuellement, dans un projet qui est d'être dans un spectacle qui va prendre le gros de votre temps, donc moins s'occuper d'un ensemble d'entreprises. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui vous attire dans les affaires? Gérer des projets, puis être un artiste. OK, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour ce qui est du groupe KO, j'aime qu'on soit comme en contrôle de nos affaires. Si je développe un long métrage, un film, on sait sur quel type de film on veut travailler, comment on va le distribuer, comment on va le mettre en marché. Je contrôle plus de choses, donc je préfère ça. Même chose pour la télévision. On se dit, OK, on pourrait peut-être essayer de penser à quelque chose comme un format pour Véronique Cloutier qui pourrait avoir des jambes à l'international. Mais là, en le produisant nous-mêmes, je suis en mesure de dire à un certain point, OK, je veux réellement 100 personnes en studio. Okay. Ah, mais Louis, tu n'as pas les moyens de ça. On va les manger. On va manger de l'argent cette année pour mettre en onde quelque chose qui va nous permettre de le vendre. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me produit, je ne peux pas le faire, ça. J'ai pas ce levier-là. En ayant votre spectacle, veut pas, ça va prendre une partie de votre temps dans une semaine que vous ne pourrez pas mettre à gérer des projets. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est que, avec les années, là, on parle beaucoup de moi, mais
l'équipe est très forte autour de moi. Puis c'est quelque chose que j'ai vu venir aussi. Tu sais, faire le spectacle, je l'ai vu venir d'avance. Là, fait que je me suis dit, il faut que... Puis il y a aussi le fait que j'arrive à 50 ans, puis l'idée de... Tu sais, le reprenariat dans le monde du show business, c'est difficile, c'est compliqué parce que c'est souvent axé sur une personne. Puis quand cette personne-là quitte, bien, tout s'effondre, tout s'effondre. Fait que ça fait des années que l'équipe est très, très forte. Puis j'ai des associés dans chaque division. De sorte que si je suis pas là, ça roule quand même. Je suis là à un certain point, mais je joue un rôle de président. Puis je suis pas dans l'opérationnel de toutes les shows. Il y en a que je le suis plus. Mais ça me permet là, d'aller faire un spectacle, comme ça me permet des fois d'aller faire du cinéma. OK. Parlons un petit peu justement des affaires. Bon, je le dis souvent, le Québec est moins riche que ses voisins, pour toutes sortes de raisons. C'est un combat qui vous est cher, ça, ouais, le rattrapage? Puis, je me dis, on a-tu un problème avec la richesse au Québec? On a-tu un problème avec l'ambition? Pourquoi au Québec, on a de la misère à en parler? Et là, je pense que vous connaissez encore plus les Québécois que moi. Non. Mais je suis sûr que vous les connaissez sous un autre angle, peut-être. Mais en fait, je vais parler de ce que je connais. Je sais que dans le milieu artistique, on dirait que c'est pas très bien vu. Puis les revenus, il ne faut pas trop en parler. À tort ou à raison, des fois... Je suis vraiment tanné de l'étiquette de les artistes, c'est des subventionnés, puis c'est des têteux de subventions, puis ils vivent au crochet du gouvernement. C'est vrai qu'il y a une portion de nos activités qui sont extrêmement reliées à la SODEC parce qu'il n'y aurait plus de culture si le gouvernement n'était pas là. De la même façon, quand je vous vois annoncer des grands projets à Bécancour, puis c'est à McMasterville, quelque chose comme ça, pour les batteries, je fais comme... Ou quand c'était les camions de Packard dans les Laurentides, je fais comme, OK, il y a des subventions du gouvernement là aussi. Le gouvernement aide à générer, à structurer son économie et y avoir un retour. Et il y a un retour dans le monde de la culture. Il y a plein de gens qui y travaillent. Donc, je comprends pas cette étiquette-là. Et quand on réussit à mettre, mettons, en place un modèle où on a une certaine autonomie, puis on est moins vulnérable, là, on se fait dire, c'est ça, tu t'es rendu riche sur le bras des contribuables. Non, pas particulièrement, et pas différemment de d'autres industries. Est-ce qu'on a de la misère avec la richesse? J'ai l'impression que oui. Mais en même temps, c'est pas un blâme, je l'excuse. C'est un phénomène quand même assez nouveau. Vous parlez d'un rattrapage par rapport aux autres provinces. Tu sais, moi, j'ai pas connu les années 80 là, dans le monde des affaires, mais j'ai l'impression que la richesse chez les Québécois, on est peut-être la première génération où il y a des gens qui vont hériter. Je ne sais pas si vous avez hérité de votre père, mais vos fils restent d'hériter de vous. Fait que là, on va commencer peut-être à avoir une espèce de patrimoine qu'on va se passer et comme un peu faire la paix avec ça. On est capable d'être riche, on est capable de penser aussi, et être riche et penser socialement aussi. Ça ne veut pas dire qu'on devient de droite puis qu'on est un républicain trumpiste. On peut avoir une pensée sociale. Donc, je pense qu'on est juste en train de s'acclimater à une nouvelle réalité en tant que Québécois. Oui, parce que, dans le fond, qu'on aide un projet culturel ou qu'on aide un projet de batterie, l'idée, c'est qu'après, ça amène des retombées pour l'ensemble de la société. Oui. Mais il va toujours y avoir des gens qui vont dire pourquoi aider les artistes, pourquoi aider les méchantes entreprises. Donc, il y a encore du travail à faire. Oui, il y a une proximité des artistes et du public qui explique peut-être ça. Par rapport, je veux dire, les gestionnaires là, de Nordvolt, là, on les connaît pas. Là. Fait que, mais c'est pas comme Louis Morissette. Là. Il est plus facile à rejoindre là, sur Instagram. Effectivement. Ouais. Parlons un peu de culture. Un de mes objectifs, c'est que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Puis je pense que ça passe beaucoup par la culture. Oui. Bon, j'étais un peu plus vieux que vous. Je me souviens qu'il y avait des gros projets culturels, rassembleurs, que ce soit à Saint-Jean ou des émissions de télévision qui étaient écoutées par beaucoup, beaucoup de monde. Comment se porte la culture au Québec actuellement? Elle est, je dirais, c'est en deux temps, là. Elle se porte bien d'un point de vue de la création. Il y a beaucoup de jeunes, il y a plus de femmes qui amènent une variation dans l'offre. Puis c'est bénéfique. Fait que il y a plein de bonnes... La création va bien. Maintenant,
financièrement, les revenus ne sont pas là. Moi, je vous le demande haut et fort, M. Legault. Il faut aider la culture via le crédit d'impôt, notamment la télévision et le cinéma. On est sous-financé. N'en déplaise à certains là, qui vont dire, bon, ils commencent. Mais, mais c'est vrai, on est sous-financé. Ça fait des années que ça n'a pas bougé, puis il y a de l'inflation dans tout. Là, ce que ça fait, c'est qu'à un certain point, on a beau avoir de bons créateurs, on a beau avoir des idées. Puis il faut que je revienne à ça, mais il va avoir des idées. À un moment donné, si on n'a pas les moyens ou on n'est pas compétitif avec le reste du marché, ça ne fonctionne pas. Je me souviens, il y a juste avant la pandémie, j'étais allé au budget. Oui, on s'était vu là. On s'était croisés à Québec. Puis vous nous dites, amenez-en des projets. On veut être derrière les projets. Là, c'était pas le temps de vous obstiner parce que c'était votre journée. Mais j'étais comme, je pense pas que le problème, c'est réellement le manque de projets ou le manque d'idées. Il y en a. C'est juste qu'on arrive à un certain point où, là, comme il y a une crise dans le cinéma. Présentement, il y a une crise dans le cinéma. Puis on n'est pas capable de faire les films avec l'argent qu'on devrait et la mise en marché qui devrait venir avec pour impliquer les gens, pour ramener des jeunes aussi. Tu sais, moi, j'ai une fille de 14 ans. Puis ses parents sont dans la boîte, là. Ouais. Puis elle a de la misère à la regarder. Parce que sinon, c'est Amazon puis c'est Netflix. Fait que là, tu te fais comme, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut faire des choses pour eux. Faut penser à eux. Puis ça va peut-être nous ramener à l'éducation. Puis y a-tu des endroits où vous dites le cinéma, peut-être des séries télévisées? Parce qu'il y a aussi le fait que les jeunes vont moins regarder la télévision. Oui, mais ici, il y avait, je ne sais pas moi, obligatoirement dans le programme scolaire, tu dois lire 2 livres d'auteurs québécois. C'est obligatoire. Ça aiderait. Tu dois aller voir absolument 4 films. Chaque étape, là, chaque session, tu dois voir un film, puis il va y avoir un test sur ce film-là. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Évidemment, avec des choix où il y a comme une espèce de, je ne sais pas, un portrait de notre société. Même chose pour... OK, 2 fois par année, on va sortir, on va avoir un spectacle de chansons ou d'humour ou de danse. Et on va là. Puis chaque fois qu'on voit un artiste ou une artiste en live, là, sur scène, c'est très rare qu'on sort et on fait comme « Hey, c'était vraiment n'importe quoi. » Tu vas voir du théâtre, puis tu sors une bonne pièce de théâtre, tu sors, tu fais comme... T'es porté par ça parce que l'œuvre en live, en vrai, elle peut vraiment... amener des jeunes à faire comme « J'ai aimé ça, je veux y retourner. J'ai aimé ça, je voudrais faire ça dans la vie. » Donc, de se donner des moyens pour dire à tous les jeunes, je sais qu'il y a un projet, entre autres, que certains m'avaient déjà parlé, une espèce de passeport, où on dirait, on donne un montant pour aller voir 4 spectacles, films, pièces de théâtre ou autres, là, pour commencer jeune. Oui, puis amener des nouveaux arrivants, puis amener des immigrants, puis amener des gens qui sont peut-être... Tu sais, je veux dire... J'ai 15 ans, j'habite dans une famille qui vient d'arriver au Québec. Mes parents, évidemment, ne parlent pas ou très peu français. Moi, je suis dans une école francophone, mais pour me brancher sur ma nouvelle terre, puis ma nouvelle gang, mais je dois aller voir un Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis je vais aller voir le film de Ariane Louis XVI qui vient de sortir son film, tu sais. Donc, c'est tout ça. Faut qu'il le voie, faut qu'il soit mis un peu de force, je pense, en contact avec ça pour qu'on puisse y prendre goût. C'est un peu comme la nourriture, des fois. Faut-tu adapter les produits aussi? Est-ce que ça prend des produits spécifiques pour les jeunes qui vont plus intéresser les jeunes? Parce que, les jeunes sont sur des podcasts ou... Les jeunes, ils aiment les affaires souvent irrévérencieuses. Ça dépend c'est quoi les jeunes. Parce qu'il y a la jeunesse, 0-10 ans, puis il y a le jeune 12-17. Le jeune 12-17, il aime souvent les choses un peu irrévérencieuses, pas lisses. Puis là, c'est sûr que quand on commence à financer des œuvres pour les jeunes, là, il faut faire attention. Est-ce qu'on a le bon langage? Est-ce qu'on dit la bonne chose? Est-ce qu'on véhicule les bonnes valeurs? Parce qu'on veut être sûr de ne pas se retrouver avec une ligne ouverte qui dit que c'était épouvantable ce qu'on a financé. Puis là, on se retrouve avec quelque chose de tellement lisse que les jeunes, ils trouvent ça plate. C'est ça, exact. Fait qu'ils s'en vont voir Euphoria sur Netflix. Quelque chose qu'on pourrait jamais faire parce qu'il n'y a pas un ministre qui serait capable de cautionner le contenu devant un micro. Mais je sais que vous parlez souvent de Netflix. Là. La bataille est finalement à finir avec Netflix parce que les jeunes, Netflix, Spotify, comment on fait pour les ramener?
Bien, en fait, on force ces plateformes-là à faire du contenu francophone. Là, c'est bien beau, il y a eu toutes les négociations, c'est 11, c'est 18, là, puis on va voir comment tout ça va prendre forme. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir pour le francophone là-dedans? Vous le savez probablement plus que moi. Moi, je suis bien inquiet. La dernière fois que Mélanie Joly, elle se vantait d'avoir une entente de 500 millions avec Netflix, je lui avais dit, Mélanie, c'est super, là, bravo, merci. Mais qu'est-ce qui se précise de quoi pour le francophone? Sinon, ils vont aller tourner à Toronto et à Vancouver, ils le font déjà, de toute façon. Donc, ils vont dire, ben on a dépensé 500 millions. On a travaillé au Canada, là. J'espère que vous êtes contents. Mais le francophone, lui, comment il va être représenté et présent après ça sur la plateforme. Moi, ils m'en ont acheté un film, Le Guide de la famille parfaite. Okay. Je sais que j'ai des amis qui ont cherché longtemps des fois pour le trouver sur la plateforme. Parce que, tu sais, s'il y a tellement de nouvelles choses, on peut pas avoir un projet ou une série qu'on a faite il y a 4-5 ans qui a été vue par... Non, il faut faire de nouveaux projets sur les plateformes. Il faut les obliger, sinon ils le feront jamais. OK. Puis, parlons de façon générale du français. Comment vous trouvez la situation du français à Montréal? Ben là, je veux pas... C'est ma perception. Je ne sais pas que c'est une vérité. Je dirais désastreuse. Épeurante. Non, en fait, c'est ça le serait bon. Ouais. C'est épeurant. C'est vraiment épeurant. Je comprends que Montréal est une ville bilingue, mais à partir du moment où tu ne peux pas te faire servir en français, que les deux langues soient présentes, j'ai pas trop de difficultés. Moi, je réponds toujours en français. Je préfère me faire aborder en français. Je peux comprendre que quelqu'un, pour X circonstances, va m'aborder dans une autre langue. Mais si je te réponds en français puis tu ne me réponds pas en français, je deviens exaspéré assez rapidement. Ça, je suis pas Par contre, quand on regarde les chiffres, sur l'île de Montréal, on est rendu à 48 % de francophones. Bon. Évidemment, ça amène la question sur l'immigration. De dire, combien d'immigrants, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? Parce que c'est sûr, en plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est attirant de vivre au Québec. Là, on pourrait avoir des millions de personnes qui viennent vivre au Québec. Ils viennent vivre au Canada, en Amérique du Nord. Donc, ils ont l'impression souvent que, justement, la ville est bilingue, que le Québec est bilingue. Puis, ils pensent que ça va être correct de parler en anglais. Techniquement, sur papier, c'est un pays bilingue. Par contre, le Québec, depuis la loi 101, il y a juste une langue officielle, c'est le français. OK. Mais peut-être qu'en pratique... Donc, quand je dis que Montréal est une ville bilingue... C'est pas vrai. J'ai déjà baissé la garde. Oui. Mais je reviens parce que là où c'est difficile, puis c'est un enjeu qui est beaucoup sur le dos des politiciens, mais il y a toute la question de la société aussi, le débat sur... Parce que aider des personnes de l'extérieur qui veulent venir vivre au Québec, on est tous pour ça. Oui. Mais à partir du moment où il y en a 30, 40, 50 % qui parlent en anglais, puis ils s'en viennent en Amérique du Nord, bien là, à un moment donné, à chaque année, le pourcentage de francophones descend. Mais est-ce que c'est possible de faire une immigration sélective au point où on dirait majoritairement ce seront des francophones? Il y a deux choix. Il y a le nombre, puis il y a aussi, est-ce qu'on doit exiger un test de français avant qu'il soit choisi? Vous en pensez quoi? Bien, je sais que c'est pas une opinion qui est populaire, mais moi, je suis... Bon, là, je prêche ma paroisse parce que s'il n'y a plus de français, il n'y a plus de culture québécoise. Exact. On va devenir une succursale des États-Unis. Donc, pour arriver au point où on préserve le français, il faut reculer. Puis, pour reculer, il faut que les gens parlent français. Ça veut dire que, oui, on va devoir faire de la place majoritairement, ou du moins être très sensible aux faits francophones, et les jeunes qui entrent, aller à l'école en français. Ça, c'est... Moi, parce que dans c'est là que j'aurais de la difficulté à être politicien. Je reviens à ce que je parlais au début, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une contradiction. Si on dit on veut créer de la richesse, les entreprises veulent plus de travailleurs. Oui. Mais si on veut sauver le français, il faut être prudent sur le nombre, puis il faut être prudent sur la connaissance du français. Donc, ça devient extrêmement difficile à trouver un équilibre. Oui, je comprends le problème, puis, mais ça ramène ma question. Est-ce que finalement, sur 100 personnes qui demandent à venir vivre au Québec, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont
de base francophone présentement? Bien, il y en a à peu près 50-60 %, ce qui n'est pas assez. Parce que si on veut rester dans l'ensemble du Québec 80 % de francophones, bien, ça prendrait idéalement 80 % qui parlent français. Donc, il y a des changements à faire. Pas facile, autant dans l'immigration permanente que dans l'immigration temporaire. Puis évidemment, bon, moi, je suis une coalition, là, donc il y a des gens d'affaires, puis il y a des gens qui sont très nationalistes. De trouver cet équilibre-là, c'est compliqué. Puis il faut que la société aussi accepte de dire, bien, si on veut protéger notre culture, si on veut protéger notre langue, on n'aura pas le choix d'exiger le français chez les nouveaux arrivants. Oui. Puis si vous considérez que c'est un risque trop grand de dire on va s'attaquer plus à la deuxième génération? Bien, c'est que dans le passé, la loi 101, ce que ça disait, c'est exactement ça. C'est que les enfants des nouveaux arrivants sont obligés d'aller à l'école en français, mais ils continuent à parler anglais ou une autre langue à la maison, entre eux autres. Donc, ça n'a pas donné les résultats qu'on pensait puisque le français est en baisse. Donc, il faut aller plus loin. Il faut prendre des décisions pour sauver le français. Puis, c'est pas simple comme décision. Non. Ça va faire du charlage et des malheureux. Non, mais ça, je vous comprends parfaitement. En même temps, je ne sais pas, dans tout... on ne réglera pas le débat là, mais je pense que le bilinguisme, c'est quelque chose qui est... même, je veux dire... C'est souhaitable aussi que les Québécois parlent anglais. Oui, mais si on dit Montréal ou le Québec est bilingue, ça va devenir une question de temps. Pour que... Il y a tellement d'incitatifs à aller vers l'anglais. On n'est pas pour se dire qu'on n'apprendra pas l'anglais. Non, mais il faut que la langue d'usage, la langue des affaires, quand on veut se faire servir, quand on travaille, la langue de travail, sauf si on travaille à l'international, il faut aussi que ça soit le français. Ça n'empêche pas d'être bilingue, trilingue, mais il faut que la langue dans laquelle on vit, ça soit le français. Et puis là, on ne peut pas mettre même Là, c'est rendu à vous qui posez des questions. Oui, non, mais vous ne pouvez même pas mettre des espèces de moyens où est-ce qu'il y a des amendes si les gens ne sont pas servis en français parce qu'il manque de personnel partout. Fait que la pénurie de main-d'œuvre fait que les restaurateurs... Oui, mais on peut être plus exigeant, puis on peut effectivement là, donner des amendes ou dire, écoutez, c'est obligatoire de servir en français. Okay. Mais non, mais c'est ça. C'est un sujet qui touche la culture aussi parce que, bon, on souhaiterait que les nouveaux arrivants, puis là, on revient à la culture, soient attirés par les produits culturels en français. Non, mais je comprends que les deux sont extrêmement liés. C'est lié. Mais puis c'est pour ça aussi que je parle d'éducation entre les deux. Là, entre l'âge adulte puis peut-être l'arrivée au Québec, il y a toute l'éducation. Mais oui, parce que je répète toujours, moi c'est le français. Avant, il y avait une barrière à l'entrée. Je dis, moi, j'ai grandi à Drummondville dans les années 70-80. Presque personne parlait anglais. Fait qu'on regardait... Les Tannants, puis on regardait les téléromans à la télévision, puis même Dallas et Dynasty, c'était traduit. La barrière à l'entrée était très forte, fait que la culture était préservée. Maintenant, les jeunes parlent 2, 3 langues, donc ça devient plus difficile. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des produits aussi culturellement qui sont compétitifs. Mais il y a peut-être trop de joueurs. On fait peut-être trop de séries. Puis peut-être avec tout le monde qui a sa propre plateforme, est-ce qu'on aurait avantage des fois à se regrouper puis en faire une forte? Bien là, c'est ça. Je ne voulais pas vous contredire tantôt, là, mais quand je suis arrivé en 2018, le budget de la culture, c'était 1,2 milliard. Là, on est rendu à 1,8 milliard. Ça veut dire qu'on l'a augmenté de 50 %. C'est quand même pas rien, 50 % en 5 ans. Mais on se rend compte, moi je le vois bien, là, qu'il y a des films qui se font pas, il y a des séries qui se font pas. Donc, il faut peut-être choisir ce qui est le plus rassembleur. Puis, je pense aussi qu'il faut mettre une priorité sur les produits culturels pour les jeunes. Parce que c'est eux autres là, qu'il ne faut pas qu'ils passent à l'anglais. Non, vous avez raison. Mais il faut aussi, je le sais que vous êtes nationaliste, vous n'êtes plus indépendantiste. On joue ces mots. Mais est-ce que le Québec doit encore plus prendre le contrôle à ce niveau-là? Il arrive quoi si Pierre Poilievre prend le pouvoir à Ottawa? Ça peut être un désastre rapidement. Et même le gouvernement Harper avait baissé le crédit d'impôt au fédéral. Il n'a jamais remonté depuis. Fait que je pense que si le Québec veut réellement soutenir sa culture, va devoir venir éponger parce que ça ne bouge pas beaucoup du côté d'Ottawa. Il y a deux choses. D'abord, la culture.
Oui, c'est un domaine de compétences qui est partagé, mais on peut faire le choix de société que le gouvernement du Québec en met plus en culture. Donc, de continuer à en mettre plus. L'autre chose, c'est qu'au niveau du français puis de l'immigration, bien, il y a à peu près le 2/3 de l'immigration qui est choisi par le gouvernement du Québec. Donc, c'est à nous à décider, est-ce qu'on veut que ces immigrants-là soient juste des personnes qui parlent français? Tu sais, mais c'est pas un choix facile, mais on peut pas juste blâmer Ottawa. Ben là, vous me parlez d'immigration. Fait que là, à ce niveau-là, je suis pas mal moins qualifié. Mais en termes de financement de notre industrie, je suis assez prêt pour blâmer Ottawa présent. Mais il faut en faire plus au Québec. Puis, à un moment donné, bon, faut dire, la culture, c'est quand on dit qu'on est une nation, là, le Québec, ben, ça commence d'abord par la culture. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Ottawa est pris avec son problème canadien, où est-ce que la culture canadienne, n'en déplaise à mes amis de Toronto, elle n'existe à peu près pas. C'est la culture américaine. Donc, quand on leur parle de nos problèmes, puis qu'on leur parle qu'on va se faire avaler par les États-Unis, ils sont comme... ils vivent pas, ils n'ont pas l'urgence qu'on peut avoir. Parce que nous, on l'a, l'urgence. Puis moi, je la vois. Mes enfants me parlent de faire ça comme métier, c'est de la production, puis être artiste au Québec. Puis je suis comme, boy, où sera notre industrie dans 20-25 ans? Je ne sais pas, mais c'est inquiétant. Peut-être que ça va être mineur comme industrie. Puis ça serait dommage parce qu'il y a un gros retour. Tu sais. Puis là, moi, j'ai recommencé à faire le tour de la province. Puis il y a quelque chose qui se passe quand il y a 1200 personnes dans une salle qui échangent. Puis c'est toutes nos valeurs qu'on se communique ensemble. Exactement. C'est très, très important. Oui. Bien, peut-être avant-dernière question, question large. Là, si vous étiez à ma place, premier ministre du Québec, je pourrais pas. Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous changeriez? Bien, peut-être qu'il n'est pas trop tard, d'ailleurs, là, pour être premier ministre du Québec, éventuellement. Mais je vous demande, je vous dis, rêvons, là, demain matin, vous êtes premier ministre du Québec, vous changez quoi? Ça, tout sujet, là. C'est un peu gérant d'estrade d'aller jouer à ça parce qu'il me manque tellement d'informations sur plein de dossiers. C'est pas grave. Il y a mais je pourrais dire que je pense que je serais très pas bon pour faire votre emploi parce que j'aurais tendance à rentrer là-dedans. Je pense que je me dirais je le ferais 4 ans. J'essaierais juste de mettre en place une structure. Puis même si mon élection partielle passe pas, je change pas d'idée. Puis je fonce. Fait que, puis ça, là, je ferais pas long feu. Mais ça serait quoi les gros changements que vous feriez? Ben, en environnement. Vous voudriez faire? Ben, je trouve que tout ce que... Ben, en fait, là, moi, j'habite Montréal. C'est épouvantable, se véhiculer à Montréal. Il y a vraiment un coup de barre à donner pour le transport en commun, pour les trains à travers le Québec. Aller même... aux États-Unis, aller vers Toronto. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout ce qui est transport en commun. On ne peut pas blâmer les gens de ne pas le prendre des fois parce que étant donné que la structure est un peu bric-à-brac, les gens font comme « Ah, c'est moins de trouble, je vais prendre ma voiture », puis on se retrouve que ça ne fonctionne pas. Ça nous prend un vrai système de transport collectif, plus structuré, tout autour de Montréal. Montréal étouffe, puis ça va vraiment mal. Je suis d'accord. Puis je pense que, on a commencé à faire des choses avec la caisse de dépôt, mais il reste, la ligne bleue à prolonger, le REM de l'Est qui se rendrait jusqu'à la Rive-Sud, un REM sur la Rive-Sud, Est-Ouest de Montréal, puis le TGV ou TGF, là, je sais que le fédéral veut faire un TGF, à grande fréquence plutôt que grande vitesse, mais Québec, Montréal, Toronto, je pense que ça, là, c'est plus que temps qu'on le fasse. Oui. Peut-être avant Québec-Lévis. Mais ça, c'est juste moi. Un pont pour les camions. Oui, c'est effectivement. Puis finalement, est-ce que le Canadien va faire les séries? On parle des vraies choses. Oui, parlons des vraies choses. 2 minutes. Je pense pas. Vous? Je pense pas. Mais c'est pas grave non plus. C'est pas grave, on aime ça. Pas grave. On aime le voir jouer. Caulfield, Suzuki, tant que ça va dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Hein? Les bonnes chaises qui a commencé à expliquer. Des bonnes chaises. Faut pas faire des moves de tata là, juste pour essayer de faire les séries à la dernière seconde. Là. Exact. Ça va bien, ça va. La coupe, mais dans 3 ans. Il y a un plan. C'est comme la politique, hein?
Oui, il y a un plan. Faut avoir une stratégie. Faut avoir une stratégie. L'important, c'est de gagner au bout, pas nécessairement à court terme. L'objectif est sur 4 ans. Oui, et pas sur un an. Exact. Fait qu'en début de mandat, tu peux faire toutes sortes de niaiseries, mais dans 4 ans, il faut gagner. Dernière question que je pose à tout le monde, c'est quoi le dernier bon livre que vous avez lu? Je conseillerais, moi, Prendre son souffle de Geneviève Janel. C'est pas un livre que j'ai dit, je le précise. Mais que j'adorerais faire une adaptation. C'est une super histoire qui, fondamentalement, je le résume rapidement, puis je veux pas... Pardon, Geneviève, si je le fais mal, mais l'amour, tu sais, comment on contrôle l'amour? On tombe en amour avec quelqu'un qui tombe malade ou que même on sait va tomber malade. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on quitte? Et quand la personne est malade... C'est trop tard pour partir? Est-ce qu'on aurait dû partir avant? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un récit qui est magnifiquement bien écrit. Puis c'est un très, très beau livre. Ça se lit comme ça. Donc, Prendre son souffle de Geneviève Janel. Courez acheter ce livre. Merci beaucoup, Louis Maloussette. C'était très, très agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci.